Votre invité Sonia Mabrouk est le secrétaire général de la CFDT. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous êtes démasqué, nous le sommes tous ici dans ce studio. Ce lundi signe la fin du masque dans la plupart des lieux publics fermés, notamment les entreprises, et la suspension du pass vaccinal dans de nombreux lieux où il était exigé. Laurent Berger, malgré une augmentation des cas ces derniers jours, est-ce que vous dites il était temps ? Écoutez, moi depuis le début, depuis 2 ans, je dis il faut s'en référer aux décisions prises par les autorités sanitaires. Donc je m'y conforme aujourd'hui. Le virus n'est pas derrière nous. Donc je pense que moi, à titre personnel, dans certains endroits, je continuerai à porter le masque. Il n'est pas derrière nous. Maintenant, il faut, je crois que tout le monde le vit comme une espèce de libération. Ça, on peut le comprendre. Mais collectivement, on a intérêt quand même à continuer à faire attention. Et c'est bien entreprise par entreprise qu'il faut le gérer. Nous, on a demandé que ce soit par le dialogue social qu'on continue de gérer les gestes nécessaires pour faire face au virus. Et il faudra pas se stigmatiser les uns les autres. Certains, par prudence, continueront de porter le masque. D'autres, parce que c'est autorisé, ne l'auront plus. Mais soyons encore prudents, je pense. On note votre prudence. On peut noter d'ailleurs aussi, Laurent Berger, que le pass vaccinal est suspendu, pas supprimé. Ça veut dire qu'il peut revenir à tout instant. Est-ce que c'est une épée de Damoclès, certains le disent, sur nos libertés, ou bien, à entendre votre prudence ce matin, c'est qu'une sécurité qu'on se garde? Non mais tant que l'immunité collective n'est pas acquise, que ce virus n'est finalement pas quelque chose d'anecdotique, ça reste avec des gens qui meurent tous les jours dans les hôpitaux. Et c'est une réalité actuelle, ça. Tant qu'on est dans cette situation-là, je crois qu'il faut se garder la possibilité d'agir. Mais une fois que le virus sera quelque chose qui sera derrière nous, là évidemment il faut enlever cette disposition. Mais il n'y a pas de limite, hein. Ça peut être dans ce cas-là. À vous entendre, il pourrait rester comme ça suspendu longtemps. Le jour où on aura moins de pression sur les hôpitaux, il y en a beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais il y en a encore. Il y a encore des gens qui meurent à l'hôpital. Donc c'est de cela dont il faudra parler. Mais objectivement, c'est pas encore derrière nous. Je crois qu'il faut qu'on se le dise. Donc moi ça me choque pas qu'il y ait encore la possibilité d'y revenir. Ce qui est sûr, c'est que c'est chacun d'entre nous qui devons être responsables et de faire attention. La vie chère, à présent, l'hyperinflation, Laurent Berger, c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis très longtemps, avec ce que vous appelez d'ailleurs le pouvoir de vivre. Le coup de pouce du gouvernement de 15 centimes par litre d'essence à partir du 1er avril pour 4 mois et pour tous les Français est critiqué par l'opposition. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous, lorsqu'on a rencontré le Premier ministre la semaine dernière, moi ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait des mesures ciblées. Les mesures ciblées, c'est en direction des ménages les plus modestes et de ceux et celles qui sont obligés de prendre leur véhicule pour aller au travail. Là, ce n'est pas le cas donc. Et justement, c'est pas le cas. Et là, vous avez l'aide de 15 centimes par litre de carburant. De la même manière, si vous partez dans votre résidence secondaire le week-end en ayant besoin de faire 300 ou 400 km, que si tous les jours vous faites 30 ou 40 km pour aller à votre travail. Je pense que c'est pas assez ciblé, pour dire les choses très franchement. Nous voulions des plans de mobilité en entreprise qui soient négociés en entreprise. Nous voulions des aides particulières aux salariés qui se déplacent avec leur véhicule pour aller au travail, qui soit versé par les collectivités, ce qui permettait de cibler avec une aide, évidemment un remboursement de l'État. Alors pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait ? Pourquoi n'a-t-il pas ciblé ? Ça lui aurait coûté peut-être moins cher aussi. Je crois que c'est un peu complexe à faire et surtout ça nécessite de mobiliser d'autres acteurs. Là, il y a une mesure qui est facilement compréhensible par tout le monde, c'est 15 centimes d'euros pour tout le monde quand vous faites votre plein d'essence, mais encore une fois, c'est pas suffisamment ciblé. On vit pas tous la même pression de la hausse du prix de l'énergie selon nos revenus. Ça pèse davantage sur les revenus les plus modestes et selon qu'on ait besoin, en termes de carburant, de se déplacer pour son travail. Donnons un exemple d'ailleurs, parce que des pleins de 100 euros, de 120 euros, c'est quasiment 10% du SMIC. Mais par exemple, je vous donne d'autres propositions, d'autres candidats. Baisser la TVA sur l'énergie, bloquer les prix de l'essence. Est-ce que ces mesures vous paraissent plus fortes, plus réalistes ? Non, je crois que baisser la TVA, c'est pas une bonne chose, parce que je pense qu'on va être amené à avoir un peu plus de sobriété. Faut qu'on se le dise comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'ils ont besoin de se rendre à leur travail. Vous savez, j'étais en Bretagne la semaine dernière, lorsque vous travaillez dans l'usine agroalimentaire, qui est pas très loin de chez vous, mais qui est quand même à 15 ou 20 km, vous avez besoin de votre véhicule parce que vous êtes en horaire décalé, parce qu'il n'y a pas de transport collectif, etc. C'est autre chose lorsque vous faites le choix de prendre votre voiture pour le loisir. Et là, dans ces cas-là, il faut de la sobriété énergétique, je crois, parce qu'on va devoir apprendre à vivre avec moins. Non mais très bien. Il faut qu'on se le dise. Qu'on se le dise, mais pardonnez-moi, alors quand vous écoutez certains qui se disent oui, il faudrait baisser le chauffage de 1 ou 2 degrés dans certains foyers. Est-ce que vous rappelez à ces mêmes personnes que certains n'arrivent même pas à se chauffer ? Je rappelle que 10% de la population vit en précarité énergétique et que ça ne s'adresse pas à ceux-là. Ça ne s'adresse pas à ceux-là.
Ceux-là, ils sont déjà dans la précarité énergétique. Donc évidemment que ça ne s'adresse pas à eux. Et ceux-là, au contraire, il faut la rénovation thermique des logements qui leur permettra de plus vivre dans cette précarité énergétique et qui pourra leur permettre de vivre dignement en se chauffant. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui, parce que ce qui se vit aujourd'hui en Ukraine est horrible sur le plan humain, eh bien si, pour traverser cela, y compris pour faire face à des sanctions qui doivent sans doute être encore plus fortes à l'égard de la Russie, eh bien, s'il faut qu'on fasse preuve de responsabilité les uns et les autres et un peu de sobriété, c'est 1 degré lorsque vous chauffez à 20 ou à 21 ou à 20, c'est pas absolument insupportable. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est faut le faire en termes de solidarité aussi. Il faut vivre la solidarité jusque-là. Je sais que c'est difficile à entendre, mais de toute façon, cette transition énergétique, on ne la fera pas si on ne va pas vers des énergies renouvelables, c'est-à-dire si on ne décarbone pas nos sources d'énergie, on n'ira pas non plus si on ne rend pas nos usages moins carbonés, moins gourmands en énergie, et si on ne fait pas preuve d'un peu de sobriété. Bien, mais est-ce qu'on peut dire cela par rapport aux énergies renouvelables, tout en rappelant qu'heureusement, on a fait des choix énergétiques en France depuis plusieurs années qui paraissent aujourd'hui quand même très pragmatiques, notamment sur le nucléaire. Est-ce que vous le dites ? Oui, bien sûr, je le dis. Je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de nucléaire, tout le monde le sait. Tout le monde, je ne sais pas. Il y a des candidats qui ne le savent pas. C'est ce que dit la CFDT depuis longtemps, ce n'est pas contradictoire avec l'idée de baisser dans le mix énergétique la part du nucléaire et d'investir massivement et beaucoup plus fortement qu'on ne le fait aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Il y a quand même une question qui se pose, Laurent Berger. C'est indispensable, mais il faudrait le diminuer dans le mix énergétique. Il y a une distorsion. C'est indispensable. Il y aura besoin de nouveau d'investir dans cette énergie-là. Mais à terme, c'est parce que c'est pas une énergie propre non plus. Il faudra le baisser dans le mix énergétique. Le nucléaire, c'est une énergie totalement. C'est pas contradictoire avec développer de l'énergie éolienne, de l'éolien, du solaire, mais à long etc. terme, aujourd'hui, quelle est la solution là devant nous ? Vous avez raison, Madame Mabrouk, à long terme. Mais c'est le long terme qu'on travaille jamais. Vous savez, c'est le long terme qu'on travaille jamais dans nos sociétés. Et donc, à long terme, il faut continuer d'investir. À moyen terme, il faut continuer d'investir dans le nucléaire. Et à long terme, il faut le coupler davantage avec de l'énergie renouvelable. Et c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe si on ne veut pas être dépendant énergétiquement, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous savez pourquoi il n'y a pas de sanctions supplémentaires ? Les éoliennes, pourquoi il n'y a pas de sanctions supplémentaires sur la Russie ? Sur ce sujet-là. Justement. Eh bien justement. De la Chine notamment. Pourquoi on n'a pas de sanctions supplémentaires sur la Russie aujourd'hui ? Sur le gaz. Parce qu'on est totalement... l'Allemagne est très dépendante, nous à 20%. Eh bien, il va falloir... ça veut dire que c'est des choix de long terme qui n'ont pas été faits. Et oui, mais c'est de cela dont on parle. Et c'est comme ça que la transition énergétique... Mais aller plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans quelques années, il faut déjà voir quels sont les autres pays producteurs. Là, l'Algérie, il y a d'autres pays aussi européens qui peuvent nous fournir. Peut-être qu'il faudrait leur demander de la solidarité, d'ailleurs. Il faut de l'autonomie énergétique. Et bien sûr qu'il faut, en Europe, je crois que l'Europe, elle a intérêt. On est malheureusement ramené dans ce contexte-là à notre condition. Notre condition, c'est qu'on est très dépendant sur un certain nombre de choses. On l'a vu avec le Covid, sur un certain nombre de matières premières ou d'éléments à assembler pour nos industries. On le voit aujourd'hui au niveau énergétique. Je crois que l'Europe, et moi je crois que l'Europe fait la bonne réaction aujourd'hui, c'est la bonne direction, c'est le bon espace pour le faire. Oui, mais vous avez dit qu'il faut aller plus loin, ça m'a interpellé dans les sanctions. Monsieur Berger, là, les Américains, il faut le dire, en décidant cet embargo, ils sont autosuffisants. Donc c'est indolore pour eux. Et pour nous, vous dites ce matin, jusqu'où faut-il aller ? Bien sûr qu'il faut faire montre de solidarité, mais jusqu'où ? Mais vous savez, ce dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est ce qui se passe réellement sur le terrain aujourd'hui en Ukraine. Votre reporter en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui se passe réellement en Ukraine. C'est-à-dire des crimes, c'est-à-dire un droit humanitaire totalement bafoué par M. Poutine, un droit international totalement bafoué. Il n'est évidemment pas question d'aller vers une escalade militaire, ce serait folie, mais il faut aller vers des sanctions économiques beaucoup plus fortes, et sans doute que la question du gaz se pose, sans doute que ça aura des graves conséquences, et qu'il faudra y faire face. La question du gaz se pose, c'est-à-dire un embargo total ? Mais en tout cas, ça se pose, parce que la question, c'est comment... Ça se pose avec une Allemagne qui vous dit non, mais moi j'aimerais comprendre comment on y arrive. Faites pour faire cesser ces pilonnage de villes, c'est le fait qu'à Mariupol, il n'y a pas de convoi humanitaire qui puisse passer depuis plusieurs jours maintenant et que les gens meurent de faim et de soif. Attendez, vous pensez que les sanctions vont freiner la détermination de Vladimir Poutine ? Eh bien, en tout cas, je ne vois pas d'autres issues que ces sanctions, si ce n'est une escalade militaire que je ne souhaite pas et je crois qu'il serait mortifère pour l'ensemble de l'humanité. Donc, on est face à ce choix-là. Ce choix, il est difficile. Je ne vous le dis pas en claironnant. Je dis simplement que ces questions-là doivent se poser et que derrière tout cela, il y a la façon dont on travaille davantage notre autonomie énergétique au niveau européen, que peut-être ça a un effet accélérateur et qu'il faut qu'on se saisisse de ce moment pour s'interroger là-dessus.
Et ça passe par, évidemment, en France, le fait de continuer à s'appuyer sur le nucléaire, de développer du renouvelable, et sans doute sur la question d'efficacité énergétique et de sobriété. Et ça passe aussi par un grand débat, une grande conversation démocratique que nous devrions, peut-être qu'on l'aura dans les dernières semaines, mais il y a peu d'espoir. Laurent Berger, Emmanuel Macron promet maintenant, s'il est réélu, un grand débat permanent autour des réformes. Mais après l'élection, qu'en pensez-vous? Non, mais il faut un débat pendant l'élection présidentielle. C'est un moment démocratique extrêmement important dans un pays. Vous le voyez en ce moment? Nous investissons beaucoup. On a reçu les candidats la semaine dernière et le président de la République est représenté par monsieur Ferrand. On a vu les candidats qu'on fait part de leur. C'était très intéressant. Nous, on continue d'animer le débat avec nos partenaires du Pacte du pouvoir de vivre. On sera demain à Vaux-en-Velin pour animer un débat sur la question de la transition écologique. Mais vous êtes balayé. Quand Emmanuel Macron dit débat permanent avec les Français, les accords intermédiaires. Vous savez, le débat, et c'est le débat, c'est ce que je voulais vous dire, il ne se passe pas entre une personne et le peuple. Et que je crois qu'on n'a pas... Sinon, c'est l'impasse. Au bout d'un moment, on l'a connu, on le connaîtra encore. Donc, la question qui est posée, c'est... Là, en ce moment, on est dans le moment de la conquête du pouvoir, par 12 candidats. Il faut qu'ils puissent exprimer leur projet et qu'on puisse en débattre. Après, il y aura le temps du vote, et de la légitimité que procure le vote, il ne faudra pas la remettre en cause. Puis ensuite, il y a l'exercice du pouvoir. Dans l'exercice du pouvoir, il faut qu'en amont des décisions, que dans la codécision et ensuite dans l'exécution des décisions qui sont prises, il y ait davantage d'écoute des citoyens. Certes, c'est ce que nous dit le président, mais aussi des corps intermédiaires. Mais Laurent Berger, de la société civile. Déjà, il y a des réformes qui enflamment le débat. La réforme des retraites, vous avez déjà dit qu'elle était injuste, mais le président candidat l'a déjà mis dans le débat. On parle encore d'une autre réforme à venir du RSA. Mais Madame Mabrouk, que des sujets tels que nous ne les concevons pas, c'est-à-dire en désaccord avec ce que l'on pense, soient mis dans le débat, c'est bien normal dans un débat démocratique. Le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est, si vous voulez prendre le sujet des retraites, par exemple, c'est que ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est une décision dure d'un report de l'âge à 65 ans. On nous dit c'est parce que l'espérance de vie augmente. L'espérance de vie augmente, pas de la même manière selon que vous soyez cadre et dans une profession qui ne vous aura pas trop exposé physiquement, ou que vous soyez ouvrier de l'agroalimentaire, employé du nettoyage, ou sur une chaîne d'assemblage. Bien, mais donc on ne fait rien. On vous dit le gouvernement vous dit qu'il y a une rupture entre les générations, que les comptes sociaux se sont sévèrement dégradés. Elle est injuste, le report de l'âge égal. Et ce qu'on nous dit en contrepartie, c'est de dire on discutera des allègements possibles pour certaines catégories. Ça veut dire qu'on annonce en dur une décision qui est injuste, qui est dure, qui est brutale, même si elle est progressive. Et de l'autre côté, on ne dit pas, parce qu'on n'y a pas travaillé, ceux qui émettent cette idée n'y ont pas travaillé, ce que ça sera en termes de pénibilité, que ce sera en termes de carrière longue, de carrière hachée, de retraite des femmes, etc. Donc la CFDT, elle fera son travail. Mais ce que je veux dire, c'est pas le problème que des sujets soient énoncés. C'est le temps de la campagne. C'est ensuite dans l'exercice du pouvoir, ça peut pas être un grand débat permanent. C'est pas vrai, personne n'y croit à cela. L'exercice du pouvoir, c'est associer ceux qui représentent des visions dans la société, le monde du travail, le monde économique, les associations, etc. Il faudra faire avec les corps intermédiaires. Et c'est ce que nous portons avec nos partenaires du Pacte du pouvoir de vivre. Et on sera très exigeants, je peux vous le dire. Des scènes d'émeutes, de guérilla, Laurent Berger, c'est grave ce qui se passe en Corse ? Oui, c'est grave, parce que dès qu'il y a violence, c'est grave. Il faut que ça se calme. Ce qui est arrivé dans cette prison à M. Colonna est dramatique, évidemment. Mais je crois qu'il ne faut pas que ce soit un justificatif à la violence. La violence, elle n'a jamais apporté nulle part. Nous sommes à moins de 4 semaines du premier tour. On parle peu de l'abstention. C'est un sujet qui vous inquiète toujours autant. Vous le ressentez sur le terrain ? Sur le terrain, on ressent une difficulté à rentrer dans la présidentielle en tant que telle, dans le débat. Mais oui, il y a un risque d'abstention. Vous savez, il y a un risque il y a tellement de complexité. Vous voyez ce qu'on a abordé depuis quelques minutes. Il y a beaucoup de sujets. L'idée, c'est de dire tout ça est trop compliqué, je passe mon tour. Eh bien, il ne faut pas passer son tour. Si vous voulez vous faire entendre, il faut voter aux élections présidentielles, voter aux élections législatives. Ça donnera des indications, ça donnera de la légitimité à ceux ou celles qui seront élus. Mais je crois qu'il faut participer à la vie démocratique. Ça peut pas se faire tout seul. Ça peut pas être quelques-uns qui décident pour tout le monde. Et toujours pas de consigne de vote de votre part ? Non, pas de consigne de vote. Sauf évidemment. Que vous dites pas les extrêmes. Oui, pas les extrêmes. Donc c'est une consigne de vote. Si Emmanuel Macron se trouve à Marine Le Pen ou Éric Zemmour, vous votez Emmanuel Macron. Et on appellera à voter pour celui ou celle qui sera en face à l'extrême droite. Toujours. Donc probablement, si on en croit les sondages, Emmanuel Macron. Oui, les sondages, c'est une chose. Bon, Monsieur Berger. Mais on appelle. Les sondages sont une chose. À plus de 30% d'intention de vote, il pourrait ne pas se qualifier au second tour. Dans ce cas, vous êtes contradictoire à ce que vous avez dit en disant il y a un risque d'abstention. Si vous voulez pas qu'il y ait de l'abstention, il ne faut pas annoncer le résultat avant le vote. Le match n'est pas joué, on sait, sans faire de provocation à l'égard de certains clubs de foot, on sait que tant que les matchs ne sont pas joués, ils ne sont pas gagnés.
Merci Laurent Berger d'avoir répondu à nos questions ce matin et bonne journée à vous. Merci.